l'empêcher de sortir de ça. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes au salon du bateau 2011 à Place de l'Aventure à Québec. Et mon nom est Louis Hardy, je suis en compagnie de Daniel Levesque. Je suis l'intervieweur du Salon des athlètes Voile Québec. C'est une première, c'est-à-dire une nouvelle initiative de la Fédération de voile du Québec. Et je vous rappelle aussi que Daniel Levesque est l'animateur, le journaliste du site voileenligne.com qui s'intéresse aux coureurs au large québécois et bien sûr d'autres pays, où qu'ils soient en mer. Alors, si on parlait de l'état de la course au large au Québec, bon, ici, la course au large, c'est pas une transat, c'est la transat Québec-Saint-Malo, qui a lieu une fois aux 4 ans. Sa prochaine est en 2012. C'est une transat, dont on entend pas beaucoup parler entre, évidemment, les années où vous allez présenter cette transat, mais quand même, c'est tout le temps, si vous voulez, la presse qui couvre, qui permet qu'il y ait encore une course au large et qu'elle dure depuis 1984, c'est ça? Moi, je trouve cette course au large absolument super parce que la Transat Québec-Saint-Malo offre un parcours côtier. Et donc, pour les mordus de voile tels que moi, par exemple, on peut apercevoir le bateau de la côte jusqu'à Percé. Et ça, c'est d'un point de vue strictement publicitaire, médiatique et publicitaire, ça a son pesant. C'est pas comme par exemple une course qui part de l'Europe et qui traverse l'Atlantique, où là vous n'avez à peu près pas de parcours côtier. C'est une traversée directe. Les voies au départ et à l'arrivée. Au départ et à l'arrivée, tandis que. Alors les voies, il faut être sur un bateau, pratiquement. Ah oui, absolument. Parce que les bords sont loin des parcours qui sont donnés au départ. Effectivement. Et c'est une course à la fois très technique et complexe à Québec-Saint-Malo. Pourquoi? Parce que elle contraint les coureurs à une descente du fleuve Saint-Laurent. Et ça, le fleuve Saint-Laurent, c'est une voie d'eau, en fait, un cours d'eau qui comporte de nombreux pièges au niveau technique. On l'a vu lors de la dernière transat, lorsque l'un des coureurs, deux des coureurs, se sont échoués lors de la transat. Alors, c'est vraiment très technique, ça comporte un énorme coefficient de difficulté et ça demande une vigilance de tous les instants au coureur 24 heures par jour. Donc, la Transat Québec-Saint-Malo, c'est une course spectaculaire et c'est une course aussi qui a vraiment un pesant au niveau médiatique et publicitaire, comme vous mentionnez. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance en 2000 de suivre le parcours fluvial avec un caméraman Radio-Canada, Québec, Carl Boismet. On a fait le travail de Québec jusqu'à Percé. Ça a été une odyssée pour nous. Et quand, en Europe, on recevait ces images-là, parce qu'elles étaient alimentées en Europe, les gens dans les régions voyaient les images du Saint-Laurent, les paysages qu'on a là-bas, on entendait des hauts et des A, il y a même des mots que je ne peux pas produire ici. Parce que les gens étaient vraiment ébahis de la beauté du plan d'eau. C'est un autre des aspects absolument remarquables de cette course qui permet, au point de vue publicitaire, d'être un véhicule par excellence pour le tourisme au Québec. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que les études ont démontré que la Transat Québec-Saint-Malo, après le Grand Prix de Montréal, est l'un des événements médiatiques ayant le plus de retombées publicitaires au niveau touristique à l'étranger. Donc, c'est le deuxième événement après le Grand Prix de Montréal, ce qui n'est pas rien. Alors ça, c'est un petit peu le point d'ancrage dans la course au large, si vous passez l'expression, de la Transat de Québec et Saint-Malo. La prochaine, c'est en 2012, le 2 juillet, si non, là, j'ai su que le départ était le 22 juillet. Je me suis trompé. On aura, je crois, ce week-end, un membre de la Transat Québec-Saint-Malo, qui va venir nous en dire plus. Mais moi, ce que j'ai su, c'est que le départ était le 22 juillet. Là, c'est une exclusivité en passant. J'ai bien peur que je crois bien que vous avez raison. Le 22 juillet 2012. Maintenant, cette transat-là, elle a beaucoup évolué au fil des années. Écoutez, en 1984, il y avait un bateau monstrueux, qui sauvait à Eugène Millet, qui faisait quelque chose comme 85 pieds de long. C'était des bateaux immenses, trimarans, catamarans. Pour mémoire, c'est le voilier royal, avec Philippe qui a été Loïc Caratek, qui avait remporté au finish cette première épreuve Québec-Saint-Malo.
Ensuite, en 1988, le regretté Gémero qui était le barreur de Jet Service, qui a terminé pratiquement 2 jours et demi, je crois, Effectivement. en Ligue Ferron sur la Lapoque, qui avait des ennuis avant le départ de Québec. Et maintenant, les bateaux, on dirait qu'ils ont changé de format un petit peu au cours des années. Oui, ils ont changé de format, oui, parce que vous savez, le monde de la course au large, c'est un monde extrêmement dispendieux. Le milieu de la course au large s'est ajusté aux impératifs imposés par le marché publicitaire qui le soutient. Dans ce sens qu'on est passé de grands multicoques, qui d'ailleurs étaient très très difficiles à manier. C'était des bateaux aussi avec une grande fragilité. Et maintenant, on est passé de ces multicoques-là, on s'oriente vers des formats qui sont plus petits, plus adaptables, mais en même temps où l'aventure humaine est toujours présente et où le défi en équipage est toujours aussi grand. Ça, c'est intéressant. Dans ces nouvelles classes, on peut parler des multicoques de 50 pieds, appelés 50 pieds. Oui, bien sûr, auquel appartient très Boaou et Escoffier, actuel, avec la famille Escoffier. Voilà. Il y a le Formule 40, ça a été la classe la plus importante de la Transat 2008, c'est pas les Formules 40, les classes 40, oui. C'était très important dans ce livre. Classe 40, oui, qui était près, je crois, 35 ou 37 bateaux lors du dernier départ. Et les classes 40, c'est remarquable parce que on a aujourd'hui beaucoup de Québécois qui s'intéressent à cette classe-là. Et lors de la prochaine Transat Québec Saint-Malo, l'exclusivité, on aura quelques Québécois en classe 40 qui vont prendre le départ. Et on aurait pu en avoir en 2008, parce que tout le travail était fait, le travail de préparation pour notre ami Éric Tabarzel, avec Daniel Defoe et leur équipe. Malheureusement, il y a eu un démontage avant le départ de la course, et ils ont dit regardez partir les autres d'abord là. Ah oui, tout à fait. Ça a été vraiment difficile pour les Québécois lors de la dernière Transat Québec-Saint-Malo, mais il ne faut pas oublier que par contre, on a été récompensé parce qu'en classe 1050, le prix Prince de Bretagne est entré au 3e rang et donc on a vu 2 Québécois, Gaël Simon et Charles Monny qui sont montés sur le podium en Europe. C'était quand même formidable. Et quand on parle de Transat Québec-Saint-Malo, quand on parle de marin québécois, il est impossible de passer sous silence les participations multiples de Georges Leblanc. Et de ses équipages. Georges est une institution dans le milieu de la voile au Québec, évidemment. Et ce qui est remarquable de Georges, c'est que cette fois-ci, il bénéficie d'une monture absolument redoutable. Georges s'est équipé d'un VO60 et lors de la prochaine transat, il pourrait être en mesure, je dis bien, il pourrait être en mesure de battre le record de la transat pour le monocoque. Qui est de 6 jours, je crois, et 6 jours, 17 heures et quelques minutes. Et il faut dire qu'ils travaillent très fort à former. Ils travaillent très fort, ils ont un programme d'entraînement qui est en cours présentement. Basé à Rimouski, au de l'Anticosti, dans le Golfe. Alors on forme des équipiers, des jeunes, c'est des moins jeunes, et on espère qu'on aura là, quand même des gens qui un jour peut-être pourront skiver leur dans cette transat québécoise. On espère aussi que le développement va s'accentuer dans le milieu de la voile sportive de compétition. Vous savez que la voile, oui, est un sport avec de remarquables capacités pédagogiques. C'est un sport écologique et c'est un sport aux 1000 vertus. On apprend, la mer est une école de vie absolument fabuleuse. On voit en Europe de plus en plus de programmes de suivi scolaire des courses et on espère ici justement qu'on va avoir ce même genre de programme qui va permettre aux gens de se familiariser avec la mer. J'ai parlé avec quelqu'un. La rivière, ou le lac, parce qu'il y a la petite voile, il y a la voile aussi compétitive dans les formules olympiques, si vous voulez. Oui, c'est comme ça que la plupart des grands coureurs océaniques ont d'ailleurs commencé. Voilà. Écoutez, courir la voile au Québec, je pense qu'il faut vraiment y croire, Daniel. Je vais parler de vous un petit peu. Il faut vraiment y croire. Vous tenez votre site internet à bout de bras, c'est votre gagne-pain. Ça ne va pas être facile à toutes les fins du mois. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Vous n'êtes pas un ancien coureur. Non, je ne suis pas un ancien coureur. Moi, je suis quelqu'un qui est un passionné de voile. J'ai commencé à m'intéresser à la voile
aux alentours de 1997. C'est un triste événement, c'est le décès de Gémeaux qui m'a amené à m'intéresser à la voix curieusement, puis à me poser des questions sur ces gens-là. On disait, on parlait autrefois de Crazy Man with their flying machine. Là, on pourrait dire de Crazy Man with their floating machine. Alors, c'est un peu ça. Qui sont ces gens-là? L'audace, ils ont surtout le cran de s'aventurer dans ce qu'on appelle le pays de l'ombre, et c'est pas pour rien, oui. Vous savez, être dans les 40e rugissants ou dans les 50e roulants entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Vous avez 2500 000 derrière, vous avez 2500 000 devant. Et inutile de vous dire que il faut avoir un cran pour faire remarquable. Et une assurance personnelle, vous êtes dans le plus grand désert du monde. Absolument. Mais c'est un désert quand même. Alors c'est sûr que ces gens-là nous font rêver, on les admire, on a peur pour eux, on a froid pour eux, mais est-ce que justement une course extrême comme le Vendetta va pas aussi transformer, si vous voulez, la couverture de la course au large et va pas finalement déplacer un petit peu le centre de gravité? Je m'explique. Avant ça, une transatlantique en équipage, de l'ouest en est, il y en a qu'une, c'est la Québec-Saint-Malo. C'était une aventure sportive, c'était une aventure humaine, c'était vraiment surdimensionné par rapport à l'échelle humaine, si vous voulez. Maintenant que la course part du circuit au Cap, c'est le Vendetta en solitaire, autour du monde, dans les 3 quarts, sans escale, sans assistance.